Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous. On va commencer par une très belle bande dessinée. Aujourd'hui, c'est Vagues de froid, c'est l'œuvre de Jean Crémers qui sera notre premier invité. On recevra ensuite Franck Waganet, saxophoniste, directeur musical du Bruxelles Jazz Orchestra, un ensemble qui fête ses 30 ans cette année. Et puis Harmonie Roufiange, une humoriste qui viendra compléter ce trio. En fin d'émission, Zouz et Théa seront dans le micro ouvert. C'est Connaissez-vous et on est parti. Bonjour Jean Crémers. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Super. Super. Ah, bah vous avez déjà trouvé votre BD. Est-ce que je peux vous proposer de vous asseoir en face? Comme ça? En face, en face. Voilà. Comme ça. Voilà. Et bien devant le dossier, comme ça c'est plus facile pour l'organisation de nos caméras. Le dossier qui est à votre droite. Voilà. Petite installation du début. On vous présente comment, Jean Crémers? Je m'appelle Jean Crémers, je suis auteur de BD depuis quelques temps et voilà, j'essaie d'en vivre. Vous essayez d'en vivre? Parce que c'est pas facile. C'est pas facile, mais ça va, moins dur que prévu. Moins dur que prévu. Alors vous sortez une première BD, les critiques sont excellentes et tout le monde en parle de votre BD, ça vous fait plaisir? Oui, évidemment, bien sûr, c'est très très encourageant et rassurant pour la suite. Donc oui, c'est une surprise aussi, on ne sait pas du tout dans quoi on se lance, surtout quand c'est la première bande dessinée. Donc très très heureux, en effet. Très heureux. Ça s'appelle Vagues de froid. C'est ça. Ça se passe en Norvège, quasiment intégralement en Norvège. Enfin, je pense qu'on commence dans le nord de l'Allemagne et on arrive assez vite en Norvège, c'est ça? C'est ça. Ouais. En fait, on passe par le Danemark et on arrive vite en Norvège, mais l'histoire commence au Danemark, juste à l'entrée du ferry. Ouais. C'est un voyage que vous avez vraiment fait? Oui. C'est 40% d'autobiographie et je dirais 60% d'autofiction. On a fait ce voyage en 2018 avec mon grand frère Martin et j'ai gardé le contexte et notre relation presque à l'identique pour l'histoire. Ouais. Et puis vous avez rajouté des éléments fictionnels qui font que l'histoire devient totalement palpitante. Est-ce que c'est une BD sur la Norvège ou pas? Oui, la Norvège est un personnage à part entière, ça c'est sûr, dans l'histoire, mais c'est surtout une BD sur les croyances nordiques du grand frère et les relations compliquées, familiales, fraternelles, etc. Donc ça parle un peu de beaucoup de choses. Ouais. J'ai dit BD. Est-ce qu'on doit dire BD ou est-ce qu'on doit dire roman graphique pour vous? C'est un roman graphique concrètement, mais je trouve que le terme est un petit peu prétentieux, donc je dirais que c'est une longue BD, quoi, simplement. Une longue BD? Une longue BD. Combien de pages? 256, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. C'est votre première bande dessinée? Oui. En tout cas, la première qui est publiée. C'est ma toute première, oui. Ouais. Et directement dans une grande maison d'édition, Le Lombard. Ils m'ont fait confiance et je les remercie pour ça d'ailleurs. Ouais. Et on a fait un très bel album grâce à leurs conseils et forcément au travail fourni des deux côtés. Alors, vous êtes liégeois? Je suis liégeois. Ouais. Vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours? Je suis issu d'une famille de 5 enfants. On habite à Tilf et on a bougé à Liège à un moment donné dans notre vie et j'ai gardé une certaine appréciation pour cette ville et j'ai décidé d'y retourner avec ma copine, y vivre. Et tout s'est enchaîné. J'ai trouvé un atelier de bande dessinée avec des auteurs que je salue d'ailleurs aujourd'hui, Clark, Baptême, Ludo, etc. Et j'ai su rebondir et faire de la bande dessinée quelque chose qui maintenant me fait vivre. Ouais. Et je suis le seul de la famille à faire ça, puisque mes frères et sœurs ont des boulots un peu plus, conventionnels. Conventionnels, mais pas péjoratifs, je veux dire. Enfin, c'est pas péjoratif de dire ça, mais voilà, ils n'avaient pas envie de se lancer dans autre chose, je pense, bien que la fibre artistique, je pense, coule un peu en nous, grâce à notre grand-père, qui est toujours peintre d'ailleurs. Et voilà, on a tous pris un peu des chemins différents et c'est ça qui fait que j'ai voulu en faire une histoire aujourd'hui. Ouais. Vous avez fait des études en bande dessinée, hein, à Liège? C'est ça. À l'Institut Saint-Luc, hein? C'est ça, j'ai fait des études à Saint-Luc-Liège, en supérieur, et puis je suis passé en master à l'Académie des Beaux-Arts à Liège, toujours. Je ne voulais pas quitter cette merveilleuse ville et voilà, aujourd'hui publié. Ouais. On vous remercie d'être venu quand même jusqu'à Bruxelles pour nous en parler.
Je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur ce choix de la Norvège, parce que ce qui frappe quand on lit votre bande dessinée, on va voir quelques images, on va peut-être les commenter. Alors ça, ce sont plutôt des images du début du parcours hein, de Vagues de froid, donc on est plutôt au début dans la traversée du Danemark en automobile, et après, on va se retrouver dans des paysages blancs. C'est un pays qui vous a frappé, vous aviez envie de le dessiner. Quand vous avez visité la Norvège, vous saviez déjà que ça serait un jour un décor d'une BD ou pas? Un peu, oui. J'avais pris un carnet avec moi la première année et je n'avais pas du tout dessiné la Norvège. D'ailleurs, j'étais encore en train de chercher des personnages, etc. Puis on y est retourné une année et là, ça m'a vraiment frappé. La neige, les paysages blancs, la neige qui fond par endroits, qui laisse apparaître l'herbe, etc. Ça donnait des images d'un coup assez cinématographiques comme ça et ça se pliait très très bien à ce que je voulais faire, à ce que je voulais raconter. C'est-à-dire un peu le cinéma du pauvre, une bande dessinée. Le cinéma du pauvre. La bande dessinée pour moi c'est un peu ça. Ouais. C'est du cinéma pour ceux qui n'ont pas le budget nécessaire pour en faire. En fait. Ça veut dire que vous voudriez faire du cinéma plus tard? Ah, je sais pas, c'est possible. En tout cas, j'aimerais un jour voir des films qui racontent comme ça la vie et qui prennent le temps, un peu comme dans les bandes dessinées. Il y en a beaucoup évidemment déjà, mais la BD a cette atmosphère particulière de laisser libre cours à l'interprétation quelconque du lecteur. C'est vraiment, ça se plie beaucoup mieux, je trouve. C'est plus intime entre le consommateur et le producteur du produit, on va dire ça comme ça. C'est plus évident, je trouve, de se plonger dans une BD que dans un film parfois. Et c'est vrai qu'en faire une, c'était un peu mon cinéma à moi en images. Il manquait juste le son, quoi. Ouais. Alors, on a vu deux personnages hein, dans les images qu'on a vu passer tout à l'heure. Il y en a un qui a la casquette à l'envers. Et l'autre qui est très barbu. Aujourd'hui, vous avez à la fois la casquette à l'envers et la barbe, mais éclairez-nous sur les deux frères. Donc, ces deux personnages, en partie fictionnels, en partie réels. Vous êtes l'un des deux frères. C'est ça. Alors, Martin, le frère aîné de l'histoire, qui veut se rapprocher de ses croyances nordiques, est bien mon frère Martin, comme moi je le vois, je l'ai un peu rendu un peu plus méchant, hein, il n'est pas à ce point-là dans la réalité. Mais, ouais. Et vous êtes le jeune homme avec la casquette à l'envers et les culottes courtes. Ouais. Exactement. Je me suis juste un peu rasé dans l'histoire, puisque c'était pour renforcer un peu le côté petit frère et grand frère, parce qu'on se ressemble énormément physiquement et différemment. D'ailleurs, avec mon frère, on se ressemble sur beaucoup de plans. Et voilà, je voulais marquer cette différence aussi par le physique. Et du coup, je me suis renommé Jules dans l'histoire, puisque à force de me changer, c'était plus trop moi. Et donc, j'ai opté pour un autre prénom qui gardait la même lettre. Mais la même initiale, quoi. La force de Vagues de froid, c'est justement d'explorer ce rapport de fratrie, ce rapport entre deux frères. Il y en a un qui a vécu un drame personnel, mais on comprendra à la fin de la BD, et il est en plein déchirement, il est en plein doute. Et le petit frère, il essaye quoi? Il essaye de le ramener dans la famille, dans la société liégeoise, dans le monde d'aujourd'hui, de l'empêcher de dériver, c'est un peu ça? C'est un peu ça, c'est un peu à la fois une piqûre de rappel et un pied de biche pour la carapace du grand frère qui paraît impénétrable durant tout le bouquin. Mais le petit frère est surtout là pour le rattacher à sa famille et lui faire comprendre qu'être tout seul pour surmonter certaines erreurs certains obstacles, et se redresser, c'est pas la bonne solution. Je pense qu'il faut être accompagné et que même si on n'en a pas, on le montre pas. C'est ce dont on a besoin. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont trop sûres d'elles et trop fières pour passer le pas. Et je voulais illustrer ça par un petit frère qui est un peu insistant et qui le rattache à cette famille qu'il fouille alors qu'il ne devrait pas. Ouais, qui est maladroit aussi. Oui, il est très maladroit. Il y a de la maladresse. Très maladroit et très bavard. Et ça, ce sont des traits qui me correspondent et qui ont été retranscrits tels quels dans l'histoire. Ouais. C'est un livre sur la main tendue, c'est un livre sur l'attention aux autres, c'est un livre sur la bienveillance et c'est un livre aussi sur notre santé mentale. Ne nous enfermons pas dans des choses qui finalement nous isolent. C'est ça. En fait, c'est une BD simplement humaine, sans arrogance, hein, mais je pense que c'est ce qui définit le bouquin, c'est que c'est en fait... J'ai essayé de faire le bouquin le plus réaliste possible dans les dialogues et dans la façon dont on gère les problèmes entre frères qu'on ne connaît absolument pas, en fait, d'un côté. Et c'est aussi un livre sur la violence de l'absence,
la gratuité des insultes, mais c'est aussi un bouquin qui porte beaucoup d'espoir sur le dépassement de soi, le redressement. J'essaie de parler de beaucoup de choses, mais... Est-ce que c'est facile de mettre tout ça sur la place publique? Non, pas du tout. Jean Crémers. Pas du tout, pas du tout. En fait, ce qui est compliqué, c'est de savoir aussi comment il va être reçu par la famille, surtout. Vu que c'est un premier bouquin, ils n'ont jamais vu... J'avais un peu peur qu'on voit cette facette de moi plus vulnérable, puisque je me décris dans l'histoire d'une façon assez fidèle. Ouais. Et en même temps, non, mais surtout, il y a un côté très fidèle. Alors, comment est-ce qu'ils l'ont reçu? Alors, j'ai caché mes frères et sœurs dans l'histoire, déjà. De base, ils sont dessinés dans le bouquin. Et ils l'ont reçu forcément avec énormément de fierté. Enfin, forcément, non. Pas forcément, mais j'ai eu la chance qu'il le reçoive avec beaucoup de fierté et beaucoup de bienveillance, et surtout mon grand frère qui s'est un peu ouvert à moi lorsqu'il l'a reçu, une image qui restera longtemps en mémoire en tout cas. Ouais. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez ce qu'est je vais écorcher le nom évidemment, le Preikestolen. Le Preikestolen, oui. Le Preikestolen, voilà. Alors c'est le rocher de la chair où on faisait des sacrifices en Norvège au temps des Vikings. Et c'est un rocher que nous avons gravi, enfin que nous avons atteint 3 fois, donc 2 fois avec mon frère et 1 fois avec notre papa aussi. Et j'avais envie que ce soit le point, le climax de l'histoire, puisque c'était... On ne va pas raconter la scène, mais le basculement du livre se trouve effectivement sur ce Preikestolen. C'est un paysage que vous avez aimé dessiner, ça? Oui, particulièrement, oui. Évidemment, le combo de la neige et du rocher est très très agréable à dessiner puisqu'il y a beaucoup de blanc et c'est ce que moi j'aime faire, c'est laisser un peu les pages. C'est difficile de dessiner le blanc quand même, non, Jean? Oui, il faut laisser de la place à l'ancrage, au trait, et parfois c'est un peu difficile de ne pas le camoufler sous une couche de couleur. Et c'est aussi une façon de se livrer aussi, puisque le trait est profondément intime dans cette histoire. Ouais. C'est quoi la technique que vous employez? Alors du numérique. Beaucoup de numérique. Et j'ai fait Ça veut dire que vous dessinez à la souris? Non, je dessine à la tablette graphique relié à un ordinateur, donc je dessine en regardant non pas ma main, mais en donc un petit stylet sur la tablette graphique. Exactement. Ouais. Et vous rajoutez les couleurs par après alors? C'est ça, exactement. Vous avez tout dit. Et pourtant, quand on vous lit, on voit des couleurs pastel, on voit des dégradés. Oui, ça pourrait être des aquarelles par moment. Oui, c'était un peu le but parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de BD numériques qui sont un peu trop 2D, un peu trop plates, de par justement l'outil numérique. Et j'avais envie de casser ça un maximum tout en ayant cette propreté que le numérique peut offrir. Et du coup, j'avais scanné du crayon que j'ai appliqué par-dessus la couleur en aplat et légèrement texturée pour casser un peu ce côté trop plat des couleurs numériques, quoi. Je voudrais qu'on parle des Vikings et de Odin, de Thor et de tous les autres, parce qu'ils ont un rôle très important dans l'histoire. Cette mythologie viking, c'est quelque chose que porte l'un de vos personnages, qui à la fois le porte, l'emmène plus loin et l'enferme. Oui, c'est exactement ça. En tout cas, dans l'histoire, c'est ce qui se passe. Puisque c'est inspiré de la réalité, mon frère est vraiment tombé là-dedans, dans la mythologie nordique. Il a choisi ces croyances-là. Donc c'est un fan d'Odin, et plus qu'un fan. Oui, c'est mais pas vraiment Odin, parce qu'Odin est quelqu'un d'assez sournois dans la mythologie, mais plutôt de Thor, qui est, comme dans la BD, je le dis, le protecteur des humains et des mortels. Et mon frère est comme ça, et je voulais retranscrire cette religion qui est très séduisante, puisque nous, on est tous issus d'une famille catholique, et lui, il a trouvé sa voie tellement d'un coup, c'était tellement soudain et tellement réel et juste que ça m'a fort séduit, et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de le suivre en Norvège. Et je ne sais plus si j'ai accepté de le suivre ou si je l'ai imploré d'aller avec lui, j'avoue, mais ça m'a beaucoup plu de pouvoir le voir sous ce jour-là, oui. Alors c'est une magnifique bande dessinée, il y a de magnifiques dessins, et pour ceux qui connaissent les pays scandinaves, c'est magnifiquement bien rendu. Et il y a une histoire poignante qui est une histoire d'amour, une histoire de fratrie, une histoire de don de soi pour ramener l'autre dans un chemin dont on estime qu'il est meilleur pour lui. C'est très chaudement recommandé. Vague de froid de Jean Crémers, publié au Lombard. Et je voudrais déjà qu'on annonce la suite. C'est votre première BD, les critiques sont excellentes. Il y en a déjà une deuxième en route. C'est ça, aux éditions Glénat cette fois-ci. Vous refusez rien. Il manque Dupuis et Casterman et vous aurez fait le grand chelem. Ah, j'ai eu la chance d'être contacté par Glénat, donc c'est super ça. Tout roule pour moi.
Et on peut dire de quoi ça parlera ou c'est top secret? Alors ça parle du passage de la vie chez les parents à la vie adulte tout seul, qui peut être assez brute. Donc ce sera aussi un petit peu autobiographique et Absolument on reste dans pas. le thème de la famille ou pas? On reste dans le thème des rencontres et des relations entre 2 ou 3 personnes, mais ça ne parle absolument pas de famille, ni de la mienne en tout cas, et c'est pas du tout autobiographique, non. Voilà, mais donc on suivra ça chez Glénat dans les prochains mois. Un tout petit mot sur le festival d'Angoulême, parce que vous êtes allé présenter Vagues de froid à Angoulême, tout s'est bien passé? Ah oui, il y avait un monde, c'était fou, le bouquin était très très bien reçu et le Lombard fait ça très très bien, donc super première édition pour moi. Jean Crémers, qu'on vous fait découvrir aujourd'hui, et à mon avis, c'est un visage que vous reverrez régulièrement. Jean, est-ce que vous aimez la musique? Oui, beaucoup. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Alors pas mal de rock, de métal, de folk, un peu de jazz quand même, et du rap, comme tout le monde je pense aujourd'hui. Ouais, en tout cas tous ceux qui portent une casquette à l'envers. Je vous propose de découvrir Franck Vagané. Je me mets ici. Est-ce que vous pouvez vous asseoir en face de Jean, Franck? Ah, ok. Voilà, comme ça ce sera plus facile pour converser. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Franck, auprès de Jean? Oui, je m'appelle Franck Vagané. Je suis directeur artistique du Brussels Jazz Orchestra. Je suis musicien de jazz, saxophoniste. Je suis malinois et l'orchestre est de Bruxelles. Voilà, donc un néerlandophone sur ce plateau. Bruxelles Jazz Orchestra, vous pouvez nous raconter cette histoire parce que c'est un anniversaire, c'est pour ça que vous êtes là, ça fait 30 ans que ça existe. Oui, nous avons fondé l'orchestre en 1993. Le tout premier concert, c'était au club de jazz Sounds à Ixelles et c'était le 7 mars 93. Et en fait, on a commencé l'orchestre parce que à l'époque, le dernier big band professionnel qui existait, c'était le big band de la VRT. Donc la radio nationale côté flamand. Et donc après ça, les musiciens qui voulaient jouer dans un big band, oui, ça n'existait plus. Donc on a fondé l'orchestre à Ixelles. En fait, c'est avec 3 musiciens. Serge Plume, Marc Godefroy, moi-même et Bo van der Werf. C'est un saxophoniste qui avait déjà un ensemble, un octet qui s'appelait Octurne et qui jouait déjà au Sounds. Et on a fondé en fait le big band, le BGO, autour de Octurne. En fait, c'était un Octurne XL. Voilà. Ouais. Et ça fait 30 ans que ça dure. Jean Crémers, Big Band, ça évoque quoi pour vous? En dehors du Big Bang, le Big Bang qui a tout créé, pas grand-chose, malheureusement. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Big Band? Est-ce qu'on peut expliquer, Franck Vagané? Est-ce qu'il y a une taille minimale? Est-ce qu'il faut être plus de 10? Est-ce qu'il faut avoir des cuivres? C'est quoi la définition? Le Big Band existe des souffleurs, en fait, des trompettes, section trompette, section trombone, section des saxophones et la section rythmique. Donc le minimum qu'on a dans l'orchestre, le minimum de musiciens est 16 musiciens. Et oui, le Big Band vient de l'époque des années 30, des années 40. Ça, c'est le début du style Big Band. C'était plutôt dans les ballrooms en Amérique, là où les gens pouvaient danser. Mais on peut citer des grands noms. On peut se dire c'est Duke Ellington, c'est Count Basie, c'est Cab Calloway, par exemple. Ça résonne chez vous, Jean Crémers, ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Oui. Ouais. Donc, mais le nom d'orchestre de l'orchestre c'est BJO, Brussels Jazz Orchestra, et pas Brussels Big Band, parce qu'à l'époque ça existait déjà et on avait un orchestre qui s'appelait Brussels Big Band, plus maintenant. Et, mais l'idée était d'utiliser la formation d'un big band, mais
mais utiliser la formation pour faire des autres choses avec c'est-à-dire que vous n'êtes autres styles. vous n'êtes pas cantonné dans le swing comme beaucoup de big bands, vous avez voulu faire une musique plus moderne et plus contemporaine. Alors je vous propose qu'on écoute un peu de musique aussi quand même pour se rendre compte et comme ça va aider Jean Cremers à comprendre qui il a en face de lui. Le dernier album que vous avez fait, c'est un album de reprise d'un chanteur français, c'est Serge Gainsbourg. On écoute un extrait, on en parle juste après. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent, couleur café, que j'aime ta couleur café. Alors Jean Cremers, là vous ne pouvez pas me dire que vous ne connaissiez pas. Ah oui, en effet, là je connais. Vous connaissez. Ouais. Alors, tout le travail, Franck Waganet, ça a été de réorchestrer Gainsbourg. C'est Camille Berthaud qui est au chant. Oui, c'est Camille Berthaud, c'est une Française de Nice, mais elle habite maintenant à Paris. Et oui, c'était en fait, je connais Camille du Facebook en fait. Elle a fait des posts vraiment de haut niveau, des trucs qu'elle a enregistrés. J'aimais très bien. Et j'ai pris contact avec elle parce qu'on avait l'idée de faire quelque chose avec les chansons de Serge Gainsbourg. En fait, avant, on a fait un projet avec les chansons de Jacques Brel, avec David Lynx comme chanteur. Et on avait pas mal de succès avec ça, donc l'idée de faire quelque chose avec Serge Gainsbourg était évident, je pense, mais pas avec une chanteuse, plutôt avec un chanteur. Mais on a choisi Camille parce qu'elle est, un grand talent qui joue maintenant un peu partout. Elle a son propre projet et bon, voilà. J'ai pris Comme contact. quoi Facebook, ça sert quand même à quelque chose. Excusez-moi. Comme quoi Facebook, ça peut quand même servir à quelque chose. Oui, c'est vrai. Ouais. Et bon, j'ai pris contact avec elle, on a parlé, j'ai proposé l'idée et elle était intéressée de faire une collaboration. Ouais. Et après quelques discussions, on a fait une longue liste. Et puis un short list et on a fait, on a enregistré 10 chansons, mais donc réarrangées pour l'orchestre avec beaucoup. On a ajouté beaucoup de choses. On a ajouté des solos, des musiciens, solo saxophone, trompette, trombone. Ouais. Donc c'est du Gainsbourg, mais qui ne sonne plus comme du Gainsbourg. Plus tout à fait, en tout cas. C'est l'album Gainsbourg, donc ça c'est le dernier enregistrement en date. Il y a combien d'albums au compteur du Bruxelles Jazz Orchestra? Ce CD Gainsbourg, c'était le 25e. Ouais. 25 albums. Jean, vous avez envie d'avoir rapidement vos 25 tomes de BD à aligner sur l'étagère aussi? Ça veut dire que j'aurai presque 70 ans, donc pas tout de suite, mais pourquoi pas. Ouais. C'est une belle performance quand même, 25 albums dans le jazz, Franck Waganet. Oui, je pense qu'on a essayé de produire assez de projets parce qu'on a fait beaucoup plus de projets à part des CD. Donc il y a beaucoup tous de les concerts, projets sont enregistrés. Ouais. Alors, je voudrais qu'on écoute un autre album. C'est un album précédent, un autre extrait. Peut-être que ça parlera encore plus à Jean Cremers. Another day
Jean Crémers, on est plus sur le groove, presque du funk. Ça vous parle plus, ça? Oui, évidemment, oui. Ouais. Donc ça, vous pourriez l'écouter en dessinant? Bien sûr, je pense que c'est déjà fait. D'ailleurs, ça me disait vraiment beaucoup de choses. Donc, parfois, on ne fait pas attention au titre quand on écoute, quand on dessine en même temps, mais oui, ça me dit définitivement quelque chose. Ouais. Vous travaillez en musique? Oui, toujours. Pourquoi? Toujours. Je sais pas, le silence est un peu... on fait plus attention au temps qui passe et c'est un peu stressant quand on a beaucoup de planches à remplir, quand on a un quota à faire par jour. Et je pense que la musique distrait un peu de ça. Et puis même, la musique, c'est tout dans la vie, ça fait tout. Donc c'est nécessaire. Ouais. Franck Waganet va être d'accord là. La musique, ça fait tout. Ben oui, pour moi, les idées viennent quand je suis dans la cuisine. Oui, quand je suis en train de cuisiner, par exemple. Ouais. Another Day, Another Night, c'était l'extrait d'un album qui s'appelait Two Place. Ouais. Ça a quelques années déjà. Hein. Qui chantait dans ce qu'on a entendu? Mo Harcum, c'est un Hollandais qui, en fait, non, c'est une Américaine, mais qui habite pas mal de temps en Hollande, mais maintenant en Belgique. Et avec DJ Grasshopper, ouais. Et un rappeur de Nigeria, mais qui habite ici en Belgique, c'est Z.I.M. Ouais. Et ouais. DJ Grasshopper, on l'a vu passer, hein, furtivement dans le clip, il était au platine. Il y a des moments qui sont vraiment très hip-hop dans cet album. Vous aimez bien aller d'un style à l'autre? Ben oui, ça c'est l'idée de l'orchestre en fait, de faire des projets qui sont le plus large possible. Comme ça, on peut... Oui, on a l'opportunité de jouer plus pour commencer. Et aussi, on aime bien tous les styles. C'est plutôt une question d'énergie, d'être sur scène, et de rencontrer des publics différents. Oui, c'est ça. On a fait beaucoup de choses différentes. Par exemple, on a fait 2 projets avec des BD on a pas mal joué. On a même joué à New York. On a fait 5 concerts là-bas avec un projet avec des BD. Donc c'est quelque chose avec du théâtre, avec des acteurs. Comment on joue avec des BD? Ça veut dire que quoi? Il y a des projections en même temps? Comment vous avez travaillé? Ben, le BD qu'on a fait à New York, c'était avec un dessineur, c'est ça? Dessinateur. Ouais, dessinateur d'Anvers qui s'appelle Philippe Paquet. Et le projet s'appelait Graphicology. Et pourquoi Graphicology? Bien sûr graphique, mais aussi tous les titres des jazz bebop, c'est ornithology, anthropology. C'est pour ça qu'on a mélangé les deux. Et vous jouiez et on voyait les dessins de Philippe Paquet? Comment ça se passait? Oui, donc il a créé les BD et nous, on a écrit de la musique et on joue ça en live avec les images. Ouais, Jean Crémers, ça vous inspirerait une expérience de ce genre? Oui, c'est peut-être un concert dessiné ou quoi, en live, ça peut être intéressant, hein, surtout avec la musique un peu plus funk. Je pense que le rythme, il serait déjà, donc ça aiderait pas mal pour le dessin. Oui. Ouais. On a parlé des changements de style en musique, en dessin. Est-ce que vous pensez que vous avez un style? Et par exemple, la prochaine BD qui va être chez Glénat, c'est le même style de dessin ou vous changez un petit peu de style? C'est toujours la même base pour le découpage, donc le brouillon, mais ensuite l'ancrage, c'est là qu'on change un petit peu, puis sinon c'est pas marrant de faire tout le temps la même chose. Mais oui, je dirais que c'est la même base, mais un peu différent quand même pour la finalisation du dessin. Ouais. Alors, je vous propose qu'on écoute un 3e extrait et on en reparle juste après.
Franck Waganet, ce n'est pas le Bruxelles Jazz Orchestra qu'on vient d'entendre. C'était quoi? C'était à Camoun. Alors pourquoi est-ce qu'on écoute Akamoun? Parce qu'on va faire un projet avec eux la semaine prochaine. C'est votre cadeau d'anniversaire pour vos 30 ans? Un des cadeaux en fait. Ouais. Ouais. Et on va faire entre autres un concert à Beaux-Arts jeudi prochain. Ouais, ce sera le 16 février. Oui. Et on commence à répéter lundi. On a 3 jours de répétition. Et puis, on va. Oui. Alors, Akamoun a eu 30 ans l'an dernier. Le Bruxelles Jazz Orchestra a 30 ans cette année. Oui. Ça veut dire que c'est encore plus, une encore plus grande formation que ce que vous faites d'habitude. Hein, parce que dans Akamoun, c'est des Liégeois, je le dis pour Jean Crémer. Enfin, il y a au moins un Liégeois dans le groupe. Donc, il y a Fabricio Cassol au saxophone, Stéphane Galland, qui est un redoutable batteur à la batterie, et Michel Hatzijoriou à la basse. C'est-à-dire que vous intégrez tout ça dans votre orchestre. Ça veut dire qu'il y aura 2 batteurs, par exemple. Oui, on va avoir deux batteurs, une basse électrique, un contrebasse. Et en plus, il y a aussi un accordéoniste un Portugais qui s'appelle João Baradas, qui est génial. Et on va jouer les compositions de Akamoun, mais on va ajouter du couleur de l'orchestre avec les trompettes en sourdine ou les flûtes, les clarinettes. Oui, ça va être beaucoup. On va avoir beaucoup d'énergie sur scène, j'en suis sûr de ça. Ouais, ça va swinguer à Beaux-Arts. C'est marrant que vous parliez de couleurs. Hein. Je voudrais avoir un mot de Jean Crémer sur ce qu'il a vu, là, les images du clip d'Akamoun. Vous pourriez dessiner pour un groupe, peut-être pas en jazz, hein, peut-être plus en hip-hop ou en rock, qui sont vos musiques de prédilection. Vous pourriez dessiner un clip, faire un dessin animé? Un dessin animé, je n'ai pas la formation pour, mais oui, c'est un objectif qui me plairait beaucoup. Je trouve que ça se marie très très bien avec la musique, le dessin, et c'est une association qui est très importante aussi, parce qu'on n'en fait pas assez. Et ça m'a beaucoup plu, donc pourquoi pas? Ouais. Alors, on rappelle, il y a donc un album sur Gainsbourg, c'est la dernière production du Bruxelles Jazz Orchestra, et il y a donc ce concert la semaine prochaine à Beaux-Arts, le 16 février, avec le Bruxelles Jazz Orchestra qui invite Akamoun. Il y aura d'autres choses dans la suite de l'année, Franck Waganet, on peut déjà annoncer l'une ou l'autre surprise supplémentaire? Ben oui, la deuxième partie de l'anniversaire, donc la deuxième partie de la fête, c'est en octobre qu'on va faire une tournée avec un peu une rétrospective de tout ce que vous avez fait depuis 30 ans. Tout ce qu'on a fait, ouais, c'est ça. Et donc à suivre, et vous passerez par Liège pour Jean et par Bruxelles pour nous. Oui. Alors, je voudrais, Jean, est-ce que vous avez envie de vous détendre? Oui. Est-ce que vous aimez l'humour? Oui, évidemment, bien sûr. Ouais, alors je vous propose de découvrir Harmonie Roufiange. Est-ce que vous connaissez les uns les autres? Harmonie, est-ce que vous connaissiez Franck Waganet, Jean Crémers? Les uns les autres, vous découvrez complètement? Maintenant, oui, mais avant, non. Non. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, Harmonie? Donc moi, je suis Harmonie, je suis comédienne depuis 10 ans. Et depuis bientôt 1 an, je suis aussi l'auteur du spectacle Surréartiste. Ça parle de mes 10 ans de vie en tant qu'artiste. Donc les moments très drôles, les moments tristes, touchants, comme mon avis, vous connaissez. Hein, je pense que vous allez aussi vous retrouver dans le spectacle. Je ne vais rien vous apprendre. Et voilà, on passe par plein d'émotions possibles. Et voilà, je suis très, très heureuse de porter ce projet. Ouais, on y reviendra dans un instant. Juste, il y en a qui vous ont peut-être vu à la télé dans le Grand Cactus. Ouais, et on vous voit dans d'autres spectacles. Vous ne faites pas que ce spectacle seul en scène. Oui, j'ai un autre spectacle que je vais jouer aussi la semaine prochaine. Ouais. Passer de la télé au cinéma, au théâtre de manière classique ou à l'humour avec un seul en scène, ce sont des exercices complètement différents ou c'est toujours la même chose?
Tout est différent, bien sûr. Un acteur, c'est pas un comédien, c'est pas la même chose. Au cinéma, on peut jouer naturellement comme on fait là, on parle normalement. Au théâtre, évidemment, je peux pas avoir ce volume-là. Il faut beaucoup plus de volume, etc. Mais bon, voilà, quand on reste vrai et sincère dans tout, je pense que ça fonctionne. Ouais, on vous a vu aussi dans Unité 42, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça. Une série à la RTBF. Quand je vous dis humour, à quoi vous pensez les uns les autres? Si je vous demande de citer un grand humoriste dans lequel vous vous reconnaissez, tous les trois. Allez, on commence par Harmonie Roufiange, parce que c'est son créneau. L'humoriste de référence. Alors, quand j'étais petite, c'était François Pirette. Parce que c'est donc c'est très wallon, hein? Oui, c'est l'accent de ma région. À la base, je suis binchoise. Et donc, ça me parlait beaucoup parce que c'était des personnages que je connaissais. Aujourd'hui, je dirais plutôt une femme, forcément, puisque j'ai envie de mettre les femmes en avant. Donc, ce serait plutôt Blanche Gardin. Voilà. Ouais. Alors, Jean Crémers, humoriste de référence. J'allais dire Blanche Gardin, mais je vais plutôt aller sur Haroun, que j'aime beaucoup. Ouais. Et alors, on termine le tour de table. Franck Vagané. Alors, c'est dans une autre langue, j'imagine, l'humoriste de référence. Ouais. Oui. Quand j'étais petit, pour moi, c'était Urbanus. Il faut nous expliquer qui c'est. C'est un grand comédien qui a vraiment mis le standard pour tous les comédiens après lui, je pense. Alors, je vous propose qu'on voit un extrait, une petite compilation d'extraits du spectacle d'Harmonie, et on en reparle juste après. Ça s'appelle Surréartiste. Messieurs, dames, quelqu'un est intéressé? 25 € pour 15 jours de travail. Allons, allons, ne soyez pas timide, allons. Personne? Dis moi. J'ai vu ta fille à la TV. Moi. Elle a réussi là maintenant. Tu prends grand fiole. Que nous, on est célèbres comme ça. Que si on aurait su, on aurait dit à la prod le propos, je Et là, tu sais, moi, je monte sur le podium. Il y a toute la foule qui est autour de moi et les gens qui crient « À poil !» Parce que moi, je jouais dans le film une jeune fille inanimée. Voilà. Mais je le faisais bien. Hein. Tu vois, elle. Non, pas elle. Elle, oui. Ça, c'est ma petite fille. Et tu sais, je suis fière d'elle parce que c'est une artiste. Voilà, Harmonie Roufiange, donc un petit extrait, petit florilège de votre spectacle. Ça raconte quoi, votre spectacle? C'est vraiment les galères de la vie d'artiste, on peut résumer ça comme ça? Les galères, les moments de joie, de doute, de peine, d'incertitude, la vie en soi. Hein. Ouais. C'est difficile d'être artiste? Tous les métiers sont difficiles, mais c'est vrai que nous, c'est encore un monde à part. Ouais. Vous avez préféré en rire quand même, hein? Oui, on vaut mieux rire. Hein. Ouais. C'est quoi le plus difficile dans votre carrière? Allez, ce qui a donné matière à ces sketchs, les moments que vous décrivez, expliquez-nous un petit peu ça. Être crédible en tant que femme. On me dit toujours que je suis une jeune artiste, mais ça fait quand même 10 ans que je joue. Donc ça aussi, c'est drôle finalement. Toujours devoir forcer les portes, c'est pas toujours évident. Ouais. Faire des choix aussi, des choix de cœur ou des choix qui sont plus stratégiques, c'est pas évident pour moi. Et puis, oui, il y a les moments sombres aussi dont je parle dans le spectacle. Donc c'est pas que de l'humour? Il y a beaucoup d'humour, mais aussi des moments qui n'ont pas été faciles, on va dire. C'est la vie, ça monte, ça descend, c'est la courbe de la vie. Hein. Ouais. Vous aviez envie d'être seule sur scène ou pas? Ou ça s'est imposé à vous, en fait? En fait, la première fois que j'ai lu ce que j'avais écrit, je me suis dit, c'est pas mal, mais je peux pas jouer ça, en fait. Je dénonce trop de choses, je dis trop de choses. Et puis, je me suis dit, mais je peux pas trouver quelqu'un qui joue mon projet. C'est mon bébé, hein.
Donc finalement, c'est mieux que je sois seule, c'est plus crédible. J'aurais beaucoup de mal de voir une autre comédienne le jouer, même si ça me ferait plaisir, bien sûr, je serais touchée, mais c'est tellement personnel, c'est tellement autobiographique à 100% que c'est mieux que ce soit moi, je pense. Ouais. On a entendu Jean Crémers tout à l'heure dire dans ma BD, il y a à peu près 40% de vrai, d'autobiographie, et puis le reste, c'est plutôt de l'autofiction, donc des choses que j'ai imaginées, que j'ai greffées sur la réalité, ou une réalité que j'ai amplifiée. C'est un peu le même phénomène pour vous? Moi, à 100%, quoi. C'est 100% autobiographique? Oui, il n'y a pas de filtre, tout est vrai. Je pense que c'est ça qui touche les gens. Moi, je n'avais pas conscience. Au début, je voulais simplement raconter mon histoire naïvement. Et puis, les retours que j'ai reçus, c'est « Mais je me suis reconnue dans ce que tu as dit, Harmonie. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai ri, j'avais la gorge nouée. » Et en fait, même des personnes qui ne sont pas du tout dans le milieu ont connu aussi les échecs, la désillusion, la perte d'un proche, puisque je parle de mon grand-père qui était vraiment toute ma vie et il a une place importante dans le spectacle. Les accents qui viennent de chez nous, qu'on connaît tous et toutes. Et donc au final, tout le monde a une petite part de surréaliste aussi en lui, même dans des milieux différents. Jean, je vous ai vu hocher la tête quand Harmonie disait c'est mon histoire, donc c'est moi qui dois la jouer. C'est un peu la même chose que vous vous êtes dit, c'est mon histoire, c'est moi qui dois l'écrire. Oui, évidemment, évidemment. Je pense que de faire un bouquin tout seul, en tout cas commencer par là, c'est un peu un luxe dans la BD, parce que c'est plus facile de trouver un scénariste avec qui bosser. Mais là, j'avais envie vraiment que ce soit 100% moi, en tout cas dans la réalisation du bouquin, mais un peu autofiction quand même, quoi. C'est dur de se livrer à 100%. C'est pas facile de se livrer. C'est ça qui est difficile, je pense. Mais c'est bien que tu commences avec quelque chose qui t'appartient. Au moins un petit peu, oui, c'est chouette. Et puis on n'a rien à raconter quand on est trop jeune, donc parler de soi, c'est plus facile aussi. Ouais. Harmonie, donc Jean travaille tout seul, il fait son propre scénario et ses dessins. Vous travaillez toute seule ou il faut un metteur en scène, il faut un regard extérieur, il faut quelqu'un qui aide à accoucher du projet? Alors moi, quand j'ai commencé, j'étais vraiment la seule maman. Il n'y avait que moi et c'était très difficile parce qu'on ne peut pas être bon dans tous les domaines. Donc j'ai rapidement après compris qu'il me fallait aussi une assistante à la mise en scène, c'est Annick Poulain. Et puis pour tous les autres aspects du spectacle aussi, pour la presse, maintenant j'ai une attachée de presse qui s'appelle Ophélie Marcy, etc. J'ai besoin de plein de personnes autour de moi parce que je ne peux pas être compétente dans tous les domaines, c'est normal. Ouais. Vous diriez la même chose, Franck Vagané, il faut s'entourer de professionnels pour la communication, pour l'organisation, la production, on ne peut pas faire tout seul? Oui, ça c'est évident. Hein. Moi je m'occupe au niveau artistique, ça c'est mon spécialité, et j'ai aucune expérience vraiment au niveau des contrats et des trucs. Donc au bureau de l'orchestre, on a 3 personnes qui travaillent pour ça. Et c'est vraiment nécessaire. Ouais. Oui, autrement, on n'est pas doué non plus pour se vendre, c'est pas facile. Et il y a des gens qui ont étudié pour ça. Hein. Est-ce que aujourd'hui, vous diriez que c'est facile d'être un artiste? Est-ce que vous en vivez de votre art les uns les autres? Est-ce que vous en vivez confortablement ou est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous estimez que le statut d'artiste il est suffisamment reconnu en Belgique? Oh là là, si on me lance sur le sujet, j'en ai pour 1 heure. Alors on va vous donner 2 minutes. Allez-y, Harmonie. Mais non, évidemment, j'en vis et j'ai la chance d'en vivre, mais il y a tellement de choses à faire pour améliorer le statut. Vraiment, déjà, le statut qu'on reçoit n'est pas un statut en soi. C'est déjà triste. Et puis, il faut toujours prouver qu'on travaille comme si nous, on n'avait pas envie de travailler. C'est épuisant et ce serait chouette, je pense, qu'on se penche vraiment sur le sujet pour vraiment trouver des solutions fiables. J'ai une petite anecdote assez drôle. Une année, par le Forum, j'avais été classée dans les arts forains. Voilà. Comme artiste, voilà. Dans les arts forains. Et une fois, j'avais été appelée pour aller travailler dans la cueillette des fruits. Voilà, parce que j'étais dans culture et dans le PC, ça donnait agriculture. Voilà. Bon, pour vous donner l'idée. Ouais. Jean, je vous ai vu opiner de la tête. On arrive à vivre de ces... Alors, vous êtes un jeune dessinateur qui commençait, vous avez un premier succès, vous allez en vivre, où il faut enchaîner les BD. Vous avez beaucoup de confrères et de consoeurs qui doivent sortir 3, 4, 5 BD par an pour s'en sortir. Hein. Oui, je n'irai pas jusque 5, mais c'est vrai qu'il faut anticiper en tout cas. C'est une leçon que l'atelier m'a appris, que les grands m'ont appris, ceux qui sont passés avant moi, c'est qu'il ne faut pas rester sans travail 1 mois ou 2, sinon on est vite
on peut vite tomber dans le manque d'argent, quoi, ça c'est sûr. Ouais. J'en vis pas super confortablement, mais j'en vis. Et c'est déjà une très très belle chance pour une première année dans la BD, quoi. Ouais, et Franck Waganet, c'est la même chose pour les musiciens de jazz. Il faut faire enchaîner les concerts pour réussir à en vivre. Oui, mais c'est pas assez en fait, parce que presque tout le monde chez nous donne cours. Donc vous êtes prof en même temps que vous êtes musicien. Oui, parce qu'autrement c'est vraiment difficile. Et à l'époque, on avait un peu les droits d'auteur, mais depuis le Spotify, Apple Music, c'est presque fini. Donc on doit jouer le plus que possible et donner cours. Voilà, alors allez écouter les musiciens, allez assister à des concerts, allez applaudir les humoristes, les acteurs, les actrices, lisez des bandes dessinées. C'est la conclusion qu'on peut répéter chaque semaine. La vague de froid, c'est la bande dessinée de Jean Crémers qui paraît donc au Lombard pour Harmonie Roufiange. C'est le spectacle Surréartiste qui sera joué, c'est la semaine prochaine, oui. C'est lundi, le 13 février, c'est au Fou Rire, c'est à XL, donc ne ratez pas cette date-là. Vous tournez un peu avec ce spectacle, hein, Harmonie, oui, on pourra vous voir plus tard. Ailleurs. On peut retrouver d'autres dates sur mon site internet harmonieroufiange.be pour la suite. Ouais, mais donc là, la prochaine date, c'est lundi prochain à XL au Fou Rire. Et vous jouez fin de semaine prochaine à la Maison des Cultures à Molenbeek. Ça, c'est un autre projet. Hein. Voilà, c'est un autre projet qui s'appelle Don Jamel. Donc, on revisite Don Juan à la sauce belge. C'est une comédie et c'est très drôle. Voilà, et alors pour le Bruxelles Jazz Orchestra et Franck Waganet, il y a donc cet album Gainsbourg et il y a ce concert avec le Bruxelles Jazz Orchestra qui invite à Camoun. Et ça, c'est aussi la semaine prochaine, c'est le 16 février, c'est à Beaux-Arts. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. On va vous faire écouter un slam maintenant dans votre micro ouvert. C'est ZNT qui vont interpréter ce slam. C'est un texte qui s'appelle « Alors j'ai fermé ma gueule », ZNT. Il a pensé que c'était un gars relou. Alors il l'a recadré. En vrai, c'était quand même chou. Alors j'ai fermé ma gueule. À cette soirée, il m'a expliqué son point de vue et son passé, ses codes et sa culture, que ça arrive des erreurs de parcours, et c'est vrai, c'est important d'être à l'écoute. Alors ce soir-là, j'ai pas remis son comportement en doute, alors j'ai fermé ma gueule. À Skip, la jalousie, c'est Mimi. Crise de colère pour vérifier les messages sur mon phone. Il m'aime tellement que moi aussi, je dois lui prouver que sans lui, je suis à faune. Lui prouver qu'il n'y a que lui qui occupe mes nuits. Alors j'ai fermé ma gueule. Quand il a crié, soudainement, je me suis dit... C'est impulsif. Ça arrive, les débordements. Il n'a pas voulu être agressif. Alors j'ai fermé ma gueule. C'est vrai que parfois on s'embête. Quand dans nos sons on dénonce le harcèlement dans Bruxelles, mais que dans nos songes il y a les séquelles d'humiliation pas si lointaine, née sous la coupe d'un compagnon, réaction passible d'une peine, mais je me suis dit, non en vrai ailleurs il y a plus grave, il y a plus gore, alors j'ai fermé ma gueule. Mes poils étaient encore blonds sous mes bras. En vrai je t'ai flatté qui s'intéresse à moi. Pas de question quand il me toucha, alors j'ai fermé ma gueule. Tu milites chaque jour dans ton art et dans ta rue pour ne plus que les violences soient tues. T'as honte quand tu constates que parfois tu satures. D'être là à te répéter dans le vide, d'être là c'est des actions pacifiques. Balance ton porc, balance ton bar en balade dans le parc ou sur une place. Ouais, parfois tu satures qu'il y ait si peu de violence en retour. Pourtant, petite, t'étais plus douce absolument, puis tout à coup, à tes 9 ans, t'as été forcée d'assimiler ce que c'est qu'un abus sexuel. Mais j'étais sensible, j'étais jeune, et puis il y a eu prescription, alors j'ai fermé ma gueule. Je suis bourrée quand il m'embrasse. Je titube, c'est pas l'éclate. Mais 2 heures avant, je le draguais, c'était pas des blagues. Je me retrouve en levrette, en nausée, mais je veux pas perdre la face. Alors j'ai fermé ma gueule. Puis quand ce combi de flics passe et voit ton mec te foutre un beau coup de boule, mais que de base de délit de faciès, ils sont déjà coupables. Que toi, là, dans tes combats, ton militantisme, tu te paumes. En plus, ce gars, il a une fille et t'y tiens à cette môme. Alors quand 6 mois après, t'es convoqué pour témoigner de la scène présumée, t'assures qu'il s'était rien passé. Que juste les flics, ils étaient racistes, et puis en soi, c'est aussi la vérité. Juste le coup, j'ai esquivé d'en parler, alors... Ce coup-ci, pour sa fille, de ma dignité, j'ai fait le deuil, alors ouais, j'ai fermé ma gueule. Trouver sa moitié, c'est ça l'amour. Main de fer dans un gant de velours. Il y a des coups, il y a des coups, il y a des coups, et le sang qui gicle par à coups. La tendresse, ça paraît loin tout à coup, mais le couteau sur le cou, alors j'ai fermé ma gueule.
Sinon, je pense aux courses, Au loyer? aux rendez-vous, À l'orga de l'agenda? aux solutions pour améliorer le couple, À nos dates d'anniv? à vérifier ses mails, À retrouver ses mots de passe? à mes activités, à ses activités, À inviter ses amis? à innover au lit, Ouais, à ses horaires? à mes horaires, à nos horaires. Lui, il pense... en tout cas, pas mal. Non, il est juste un peu distrait. Alors, j'ai fermé ma gueule. J'ai trébuché, il a pas fait exprès de me faire tomber. En fait, il y avait fermé full ma message gueule. d'autres meufs sur Il son tel, m'humilie devant mais je tout me le suis dit monde, il chill, prend c'est cool, toute il la est place. sociable, donc Mais j'ai fermé ma à l'aise, gueule. c'était En juste plus, une il m'a blague. filmé à foison, Je passe j'étais mon la seule temps quand à me j'étais là, c'était questionner, Google, à moi, me j'ai lamenter, fermé ma à gueule. analyser nos Pourtant, différents j'avais honte quand il comportements. faisait des Mais il faut scènes, que je me aux amis, chill, il aux faut que je open mic, cesse mais de je me me suis dit, prendre la tête. faut garder la face Alors pour j'ai pas que les fermé ma collègues t'en gueule. veulent, donc j'ai fermé ma J'ai gueule. trébuché, il Pourtant, a il y pas avait fait beaucoup de exprès de meufs me faire sur son tel. tomber. Je me suis dit, il est Alors j'ai sociable, c'est cool, fermé j'ai ma fermé ma gueule. gueule. Il Il m'a m'humilie filmé à devant tout le foison, monde. j'étais la Il seule prend quand j'étais toute là, la c'était place. Google, Mais j'ai fermé allez, ma c'était gueule. juste une Pourtant, blague, j'avais alors j'ai honte quand fermé il ma faisait des gueule. scènes aux Je amis, passe aux mon open temps mic. à me C'est la questionner, honte, à tu me vois. lamenter, Et je à me suis dit, analyser faut nos pas différents que les comportements. collègues t'en veulent, donc Mais j'ai il faut que je fermé ma me gueule. chill, il faut que je cesse de me prendre la tête. Alors j'ai fermé ma gueule. Pourtant, c'est vrai qu'on ouvre bien notre gueule sur scène. Ouais. On nous appelle badass en open mic. Ouais. Mais est-ce qu'on est sûr qu'au prochain bad, On fermera pas notre gueule. Alors, j'ai fermé ma gueule. ZNT, Zouz et TA qui sortent donc ce bootleg, recueil de leur meilleur slam. Bitume, c'est le titre de ce recueil qui sera présenté officiellement le vendredi 17 février. Ce sera à 19h au Dripper Store, donc au centre de Bruxelles. Bitume, c'est aussi le nom d'un spectacle qu'elles joueront bientôt et notamment pendant tout le mois de juillet au Festival d'Avignon, au Théâtre des Dons. On leur souhaite une longue carrière et on vous souhaite de pouvoir soit lire ce bootleg, soit voir un jour le spectacle Bitume sur scène. C'était Connaissez-vous, votre magazine culturel de fin de semaine qui sera là le week-end prochain. À bientôt.